J'invite David Martin à venir nous faire l'introduction de ces rencontres. Merci. Bonjour, bonjour. Je ne vais pas reprendre la litanie de tous les remerciements, mais évidemment, je m'y associe pleinement. Merci de votre présence. Et donc, il me revient d'introduire cette première table ronde autour des transitions économiques liées au patrimoine. Donc, pour démarrer cette introduction, cette petite introduction, c'est un clin d'œil à notre discussion d'hier soir, permettez-moi de formuler quelques précautions et précisions pour que, je l'espère, elles soient comprises, en tout cas dans ces objectifs. En premier lieu, donc sur l'objet même de cette introduction. Il s'agit pour moi de partir d'une analyse rétrospective très très rapide et donc forcément caricaturale et incomplète, même si j'aime pas beaucoup la caricature et les excès, vous m'en excuserez par avance. Et donc je vais essayer de faire ressortir en fait les évolutions majeures de la question patrimoniale sous l'angle économique depuis en gros les 40 dernières années. Pourquoi ça? Pour identifier les éléments structurants de la situation actuelle, celle que nous rencontrons aujourd'hui, pour en identifier et en détacher les enjeux, essayer de mettre en équation ce qui aujourd'hui s'impose à tous les acteurs, afin que, ensemble, et d'abord avec les intervenants que je remercie chaleureusement, de pouvoir en débattre, d'en esquisser les évolutions, mais aussi d'en approcher probablement, en tout cas je le souhaite, les solutions. Les propos que je vais tenir, ça c'est une précaution d'usage, ne sont en aucun cas un jugement d'opportunité et encore moins de moralité sur les choix qui sont intervenus ces dernières décennies, mais un constat que j'espère le plus factuel et froid, visant à comprendre les défis qui sont désormais les nôtres. Il s'agit donc d'une tentative, réussie je l'espère, de faire émerger les dynamiques et consensus implicites qui se sont formés progressivement et qui ont structuré l'action publique en matière de patrimoine depuis les années 70-80, afin que nous puissions ensemble les questionner dans le contexte actuel et les confronter aux nouvelles exigences, aux contraintes d'aujourd'hui et de demain. En second lieu, je souhaite m'arrêter quelques instants sur le terme économique lui-même et préciser de quelle manière je l'envisage dans ces propos introductifs et comme cadre à nos discussions. Pour de multiples raisons sur lesquelles je ne m'attarde pas, ce n'est pas l'objet de ces rencontres, le terme économique renvoie implicitement, voire inconsciemment, au terme financier, lui-même associé à l'argent, à la comptabilité, au capitalisme, au néolibéralisme, en quelque sorte au mal absolu. Tout ça dans une forme de raccourcis successifs dont les notions ne sont jamais explicitées, ne sont jamais comprises et ne peuvent donc être sérieusement débattues. Agir dans le domaine de la culture ne dispense pourtant pas, selon moi, d'avoir un minimum de culture économique afin d'en forger une compréhension et une réflexion. Désormais, nous ne pourrons plus échapper à cette question économique par des artifices rhétoriques tels que la culture et le patrimoine ne sont pas des marchandises, ou l'exception culturelle française, en espérant ainsi avoir clos un débat qui n'a jamais réellement débuté. La culture, le patrimoine, comme tous les secteurs d'activité, l'agriculture et la santé par exemple, au milieu de plein d'autres, la culture présente évidemment des spécificités et des singularités, mais repose aussi sur un modèle économique qui ne peut plus être un impensé. Faute de s'y intéresser, on le subit et l'on se prive de facto des moyens d'agir pour la cause, entre guillemets, la cause qu'on ambitionne ou prétend défendre.
Ainsi, quand j'évoque la notion de modèle économique, je parle d'un système d'acteurs et d'actions qui nécessitent des ressources et produisent ou détruisent de la valeur. Cette valeur, elle est à la fois protéiforme, multiscalaire et temporellement diffuse. Vous m'excuserez ces termes abscons et prétentieux, mais je dois aussi justifier mes émoluments d'universitaire et donner à mes propos, sinon la réalité, en tout cas une apparence scientifique. En fait, derrière ces notions que je vais détailler, se pose une question simple, mais complexe dans sa réponse. Comment qualifie-t-on et mesure-t-on la valeur créée ou la valeur détruite? En premier lieu, je le disais, cette valeur est protéiforme, au sens où elle ne se limite pas et ne doit pas se limiter à la question financière, qu'elle inclut et qui est évidemment majeure, mais recouvre aussi des valeurs symboliques, émotionnelles, éducatives, esthétiques, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je n'aurai pas le temps ici de toutes les citer, et encore moins de les préciser, même si ce point est pourtant essentiel et mériterait de s'y attarder en profondeur, c'est-à-dire au-delà de la simple affirmation de principe, ce que je viens de faire. D'ailleurs, il est intéressant, je pense même signifiant, de constater à quel point on use et on abuse de l'expression valorisation du patrimoine sans jamais préciser et a fortiori démontrer la nature et l'importance de cette valeur. Cela relève presque de la pensée magique, ou pour le moins du discours performatif, où il suffirait de dire valorisation du patrimoine pour que spontanément la valeur soit créée et perçue. En second lieu, la valeur d'un modèle économique est multiscalaire, au sens où elle se déploie et s'apprécie, se mesure à des échelles territoriales différentes et de manière non uniforme. La valeur créée n'a ni la même nature, ni la même intensité, la même densité, et donc les mêmes effets, suivant la focale d'observation que l'on utilise, suivant que l'on active le zoom avant ou le zoom arrière, comme le dirait mon complice et ami Bruno. En troisième et dernier lieu, la valeur créée est intrinsèquement diffuse dans le temps, selon les natures et les territoires, et s'apprécie donc dans des temporalités, le court, le moyen, le long terme, dans des temporalités distinctes qui peuvent aller d'une année à une ou plusieurs décennies. Pour conclure ce qui n'est qu'une introduction à l'introduction, réfléchir au modèle économique du patrimoine, c'est interroger à la fois les objectifs de création de valeur, dans ces multiples formes telles que je les ai esquissées rapidement, à des échelles d'espace et de temps qui sont à préciser, mais également aux ressources nécessaires à cette création de valeur, là aussi pas que financière, mais aussi humaine, technique, culturelle, et à cette création donc de valeur souhaitée. Pour illustrer cela très rapidement, il suffit de prendre l'exemple de ces rencontres de Saumur. Elles mobilisent à l'évidence des ressources financières, et c'est l'occasion pour moi de remercier la ville et l'agglomération de Saumur. Mille merci, bisous à toi Jackie et Lambert pour votre soutien indéfectible et pas que pour ces rencontres de Saumur, et à travers vous deux évidemment les équipes de la ville, de l'agglomération et du Dôme, et évidemment aussi de l'Estua pour leur précieux soutien à l'organisation de ces rencontres. Donc ces rencontres mobilisent des ressources financières, mais aussi humaines, à savoir du temps et des compétences, que ce soit pour les organisateurs ou pour vous, chers participants, des ressources logistiques, des ressources techniques. Ces rencontres vont produire de la valeur directe et indirecte, et ce qu'on appelle des externalités. Quelques exemples rapides, évidemment non exhaustifs, des nuitées d'hôtel, des repas, donc de la consommation de produits agricoles, plus ou moins locaux, de la taxe de séjour, de la découverte de Saumur, une contribution au positionnement de Saumur
comme une ville qui pense et qui agit, cher Jackie, mais va produire aussi des déchets, des tonnes de CO2, et je l'espère, des idées, des perspectives nouvelles, des envies de réfléchir, d'agir et d'infléchir. La question qui nous appartiendra d'apprécier, d'ailleurs, au terme de cette journée, avec l'Estua, la ville, l'agglomération, mais aussi d'une certaine manière avec vous-même, c'est de savoir si ces rencontres ont créé plus de valeur qu'elles n'ont consommé de ressources. Pour explorer et débattre des transitions économiques à l'œuvre dans le patrimoine, je vous propose en fait de dresser 3 constats qui me semblent majeurs, structurants, sans être exhaustifs, et qu'il vous appartiendra, et aux intervenants, bien évidemment, et dans la salle, de nuancer et de critiquer. Premier constat qui nous plonge dans les 40 dernières années. À la faveur des vagues de décentralisation, les collectivités locales se sont mises à investir massivement dans leur territoire, et notamment dans des équipements publics. Établissements scolaires, lieux culturels et artistiques, équipements sportifs, et ainsi de suite, et dans des travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine. Ces investissements et ces équipements se sont réalisés sans que jamais, ou très rarement, n'ait été pensé le modèle économique d'exploitation et estimé les coûts de fonctionnement. En fait, ces coûts de fonctionnement ont été le bien plus souvent constatés, donc subis, au moment de la mise en service de ces équipements, nécessitant presque toujours une très substantielle contribution de l'argent public au budget de fonctionnement. Cet argent public provenant de l'État comme des collectivités territoriales. Or, si ces investissements représentent des sommes significatives, l'effort de ces investissements est de courte durée, de l'ordre de 1 à 3 années, ça peut être plus dans certains cas, alors que la pression financière en fonctionnement, qui semble plus modeste annuellement, s'inscrit dans la longue, voire la très longue durée, 2 à 3 décennies, voire plus. Ce qui fait que quasi systématiquement, le coût de fonctionnement cumulé d'année en année, donc sur le cycle de vie complet de cet équipement, médiathèque, piscine, musée, lieu de patrimoine et ainsi de suite, pour l'argent public, ce coût cumulé de fonctionnement est très supérieur au montant initial de l'investissement. C'est le cas, par exemple, pour le connaître, pour le pont du Gard, où le montant cumulé d'aide publique en fonctionnement sur les 20 premières années d'exploitation excède largement celui des investissements consentis au moment des investissements importants qui ont eu lieu au tout début des années 2000. Ainsi, pendant 40 ans, les collectivités, profitant de leur nouvelle marge de manœuvre financière, avec le soutien, je le disais, de l'État, mais aussi de l'Europe, ont massivement investi dans des équipements éducatifs, sportifs, culturels, sur lesquels, d'ailleurs, je ne porte aucun jugement d'opportunité, mais sans véritablement mesurer que chaque nouvel équipement mis en service générait pour des décennies une forte contribution annuelle à son fonctionnement. Cette augmentation importante, chaque année, des budgets de fonctionnement, a été longtemps absorbée par une augmentation de la pression fiscale, à savoir la contribution des habitants aux nouveaux services qui leur étaient proposés. Mais récemment, depuis quelques années, sous l'effet de l'accumulation de ces équipements, qui apportaient indéniablement d'ailleurs une valeur à ces territoires, l'accumulation de ces équipements et surtout de leur coût d'exploitation, et parce qu'aussi le seuil de supportabilité de la pression fiscale par les contribuables a été atteint, nous arrivons dans une forme d'impasse. Nous arrivons donc, pour le dire rapidement, à un phénomène de raréfaction, voire d'épuisement de la ressource financière publique en fonctionnement. C'est-à-dire d'argent public disponible pour financer des coûts d'exploitation de nouveaux équipements, voire même des équipements existants, notamment patrimoniaux, sauf à accepter
encore d'augmenter les impôts, ce qui paraît difficilement envisageable, ou à fermer certains équipements existants, ce qui semble tout aussi difficile, voire plus, à envisager. La question qui est donc désormais posée, sauf à se réfugier dans l'incantation et la posture, c'est d'engager les nouveaux équipements, mais aussi ceux qui existent déjà, dans une trajectoire de transition de leur modèle économique, afin qu'ils soient plus sobres dans leur consommation de l'argent public en fonctionnement. Pour à la fois assurer les conditions de leur développement à ces équipements, parfois même de leur survie pour certains, mais aussi pour dégager à nouveau pour les acteurs publics, et en premier lieu les collectivités locales, des marges de manœuvre financières en fonctionnement, afin de pouvoir porter de nouvelles politiques publiques, comme, à titre juste d'exemple, la transition écologique, ou pour pouvoir réaliser de nouveaux équipements, là aussi à titre d'exemple, comme des logements. Vous l'aurez compris, le modèle économique actuel est complètement embolisé, notamment sur le volet fonctionnement. L'investissement demeurant quant à lui un défi moins complexe, sans pour autant être mineur. Dit autrement, l'enjeu est de penser prioritairement les modèles d'exploitation avant même le montant des investissements. Ce qui, au regard du demi-siècle qui s'achève, est une sorte de révolution copernicienne et des représentations, et des priorités, et des pratiques. À titre illustratif, je pense par exemple que le loto du patrimoine, cher à Stéphane Bern, est une démarche potentiellement dangereuse pour les porteurs de projets, car elle nourrit et entretient l'illusion que l'enjeu central est de pouvoir financer les travaux de restauration du patrimoine, alors qu'il s'agit en priorité et préalablement de bâtir un projet et un modèle d'exploitation qui soit soutenable. La restauration et la réhabilitation du patrimoine comme finalité relèvent d'une période désormais révolue et doivent être désormais pensées et mises en œuvre comme un moyen, comme une condition au service d'un projet global d'exploitation qui intègre la question des ressources à mobiliser dans la durée, donc plusieurs décennies, et d'apprécier la valeur réellement créée au regard de ces ressources consommées. Si j'étais taquin, ce qui est rarement le cas, ou provocateur, ce qui est encore moins le cas, je dirais qu'il nous faut sortir d'une approche productiviste et quantitativiste du patrimoine pour entrer pleinement dans des réflexions et des pratiques fondées sur la qualité et la valeur créée. Si l'on commence tout juste à intégrer que les ressources naturelles sont limitées et non infinies, on en reparlera d'ailleurs cet après-midi, il nous appartient désormais de considérer que la ressource financière publique est elle aussi limitée et donc à sortir du rêve de l'argent magique. Le second constat que je souhaite partager avec vous est d'une certaine façon la conséquence du premier que je viens d'évoquer. Dès lors que le modèle économique des projets et sites patrimoniaux repose majoritairement sur de la ressource financière publique pour couvrir, je l'expliquais, les charges d'exploitation, il est sain, et je dirais même éthique, de s'interroger sur qui paye et plus précisément qui paye quoi. De facto, comme pour les piscines, les médiathèques, les transports publics et la très grande majorité des équipements et services publics, le modèle économique du patrimoine repose sur une répartition entre contributions des contribuables, via les subventions annuelles versées, et les contributions des usagers. L'écrasante majorité des sites patrimoniaux, y compris les musées, même les plus connus et les plus importants, fonctionnent, et je ne parle ici pas des investissements, je parle bien du fonctionnement et de l'exploitation, fonctionnent grâce au concours des contribuables, qui sont principalement des locaux. Si le curseur du pourcentage entre contribuables et usagers varie d'un site à l'autre, il me semble essentiel de s'interroger
site par site, territoire par territoire, sur la pertinence, l'efficience et l'équité de l'effort contributif respectif du contribuable et de l'usager, qui peuvent par ailleurs être la même personne. C'est d'ailleurs souvent le cas pour les transports publics, la piscine ou la médiathèque par exemple. C'est beaucoup moins le cas pour les sites patrimoniaux où le plus souvent, très majoritairement même, l'usager n'est pas le contribuable ou très exceptionnellement. Cette dualité contributive entre usagers, le plus souvent touristes, et le contribuable, le plus souvent habitant ou résident, est particulièrement vif pour les sites patrimoniaux, et pour autant, ce sujet n'est quasiment jamais abordé, a fortiori traité, alors que c'est une question cruciale d'équité et de lisibilité. Pour poser cette question en des termes beaucoup plus abrupts, donc sans la subtilité nécessaire dont je suis totalement dépourvu, est-il équitable et légitime que le contribuable gardois ou saumurois contribue à financer la visite, donc les vacances, d'une famille belge aisée financièrement venant visiter le pont du Gard ou le château de Saumur? Au-delà de cette question, qui me semble assez simple, mais ouvrir un certain nombre de perspectives, et la question du taux d'effort respectif entre le contribuable et l'usager, au financement donc d'un site patrimonial, quelles sont d'un côté la cohérence et de l'autre côté la légitimité de leur contribution, ou pour le formuler autrement, la part financière apportée par le contribuable et celle payée par l'usager contribuent-elles de manière uniforme et indifférenciée au budget global de fonctionnement, ou sont-elles affectées, je ne parle pas sous l'angle comptable, à des objectifs et des plans d'action particuliers? C'est derrière cette question la question de la traçabilité de la contribution de chacun à la réalisation du projet. Cette question me semble là aussi majeure, car la réponse ne semble pas de même nature, suivant que la part du contribuable serve à financer, par exemple, le programme éducatif et d'accueil des scolaires, très souvent issus du territoire, ou le coût des visites guidées en langue étrangère. L'équité et la légitimité ne s'apprécient pas de la même manière dans ces deux cas de figure. Cela implique, selon moi, que pour un site patrimonial donné, il doit y avoir à la fois un modèle économique global, à l'échelle du site, soutenable, mais également au sein de ce modèle global, une réflexion pour déterminer, centre d'activité par centre d'activité, le bon équilibre entre contribuables et usagers. Quoi qu'il en soit, je suis convaincu qu'on ne peut pas faire l'économie, sans mauvais jeu de mots, d'une réflexion approfondie et partagée sur l'effort financier demandé respectivement aux contribuables et à l'usager. Ce questionnement amènera presque à chaque fois au troisième et dernier constat que je soumets à vos analyses et critiques. Depuis plusieurs décennies, là aussi, le modèle économique des sites patrimoniaux repose pour une part principale, parfois exclusive, sur des financements publics, donc des impôts. La seconde part, contributive, je le disais, repose sur l'usager. Et là aussi, il est étonnant de constater que malgré l'importance de leurs différences, l'écrasante majorité des sites patrimoniaux ont adopté, souvent de manière panurgiste, je pense, les mêmes modalités de perception de la part des usagers, à savoir l'octroi, c'est-à-dire un impôt spécifique, ou plus exactement une taxe adossée à un droit de passage. Ainsi, les sites patrimoniaux ont clôturé leurs accès et installé des péages que l'on appelle billetterie. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on appelait ça encore le droit d'entrée. Je vous invite à réfléchir à la notion. Au-delà de la question que pose la coupure, voire la frontière installée par ce péage entre le site, le territoire et ses habitants, et d'une forme de paradoxe entre le discours sur l'universalité du patrimoine en tant que bien commun, ce qui,
légitime par ailleurs le recours aux contribuables et le caractère payant pour y accéder, la logique de l'octroi a généré des effets qu'il convient de questionner. En premier lieu, elle a progressivement, cette logique de l'octroi ou du péage, formaté les structures gestionnaires et les équipes de ces sites patrimoniaux comme des administrations fiscales, focalisées sur les flux et le rendement du droit d'entrée, bien plus que sur l'efficience et la pertinence de l'expérience culturelle proposée. En second lieu, pour dynamiser les recettes liées à l'usager, quand l'augmentation de la part du contribuable n'était plus envisageable, les sites ont principalement agi sur l'accroissement des flux et ou le montant du droit de péage, se détournant de la réflexion stratégique sur des recettes liées à de nouvelles offres et de nouvelles activités. En troisième et dernier lieu, implicitement, les structures gestionnaires de sites patrimoniaux s'intéressent principalement à l'usager jusqu'à son entrée dans le site et bien moins à ce qu'il va réellement y vivre, y découvrir, y apprendre, y partager une fois qu'il se sera acquitté de sa taxe. Dans un modèle économique et d'exploitation dans lequel une part significative, souvent principale, des recettes reposerait sur le libre consentement de l'usager à consommer, j'utilise ce terme à dessein, des activités et des services, et non plus sur une taxe, la question de l'usager deviendrait tout d'un coup beaucoup plus centrale. Comment susciter de l'envie, de l'appétence? Quelles sont ses attentes, ses motivations? Quelles appréciations porte-t-il réellement sur ce qu'on lui propose, les activités et les services? Le modèle du péage a mécaniquement détourné les sites patrimoniaux de leur objet essentiel, les publics en premier lieu, et l'expérience culturelle, artistique, sociale, émotionnelle en second lieu. Avant de conclure, je souhaite évoquer très rapidement et succinctement deux constats qui contribuent à rendre nécessaire, selon moi, la réinterrogation des modèles économiques. Le premier, l'accroissement, pour ne pas dire la multiplication importante du nombre de sites patrimoniaux ouverts au public depuis 30, 40, 50 ans, a contribué, et quand je dis ça, c'est pas nécessairement ni péjoratif ni une critique, a contribué cette augmentation à saturer l'offre et à intensifier la logique concurrentielle entre sites patrimoniaux, proposant, et c'est heureux d'une certaine façon, un choix immense au public. Dans le même temps où on a une augmentation considérable de l'offre, les publics ont développé en France comme ailleurs, à l'étranger, en Europe notamment, mais pas que, ils ont développé massivement leur pratique de découverte et de visite des sites patrimoniaux, donc au cours des dernières décennies, plus largement des sites culturels et de loisirs, et ont développé d'année en année leur expertise d'usage et une capacité à comparer, à choisir, et de facto augmenter leur niveau d'exigence. Ils deviennent de plus en plus des usagers, pour ne pas dire des clients, avertis et éclairés. Pour ne pas être plus long et laisser la place aux interventions et aux réactions, donc au débat et je l'espère à la controverse, quelques pistes pour conclure. Il y a selon moi pour les sites existants comme pour les projets à venir une impérieuse nécessité de questionner le modèle économique en étant attentif aux enjeux et principes suivants. Réfléchir au modèle économique, c'est pas sale. C'est même stratégique. Et cela permet de poser la question des partenariats et des alliances avec les acteurs du territoire, qu'ils soient publics ou privés, et bien évidemment avec les habitants. Réfléchir au modèle économique, c'est également éthique, en posant la question de la quantité de ressources financières publiques consommées et l'efficience de leur usage, et plus globalement de la question du qui paye quoi.
Réfléchir à son modèle économique, c'est préparer et construire l'avenir, c'est remettre au centre la question du public, du projet et de ses ambitions. C'est aussi réfléchir à de nouveaux usages, de nouvelles activités, de nouveaux publics, à leur place stratégique et économique, mais également au sens de ces activités dans le projet du site, dans le projet du territoire et de la part respective du contribuable et de l'usager dans ces projets. Passer du mono-usage, ce qui est souvent le cas dans les sites patrimoniaux, à une diversité d'usages ne doit pas se faire au détriment de la stratégie du site, de son territoire, donc au détriment du sens du projet. C'est d'accepter qu'à la diversité des sites patrimoniaux, à la diversité de leur contexte territorial, et à la diversité de leurs projets, doit correspondre une diversité de modèles économiques qu'il convient de bâtir, d'expérimenter, de piloter et d'ajuster. C'est accepter que chaque activité a des objectifs et des équilibres économiques qui lui sont propres, différents et qui doivent être évaluables. C'est être attentif à ce que la mixité des usages soit une réelle hybridation au service d'un projet qui doit demeurer unique et non une juxtaposition, un empilement d'usages sans articulation, sans ambition, au risque d'organiser de facto le projet en activité noble d'un côté et en activité triviale de l'autre, pour ne pas dire vulgaire. Activités qui n'auraient d'ailleurs, je parle des activités triviales et vulgaires, d'autres justifications que de boucher les trous au mépris des publics qui les utilisent et des potentialités qu'elles offrent. L'exemple du tourisme d'affaires, de ce point de vue, est assez édifiant. C'est interroger la place donnée aux contribuables, donc aux habitants et aux résidents, dans le projet, dans les activités proposées. C'est faire de la réflexion sur le modèle économique un puissant outil de projet d'équipe, mais aussi de refondation des alliances avec les acteurs publics et les territoires. C'est rendre lisible et partagé, transparent, je dirais même, le modèle économique, ce qui implique de la pédagogie, mais aussi de développer des outils de compréhension et de mesure de ce modèle économique. Questionner le modèle économique, c'est enfin affirmer qu'il s'agit nécessairement d'une transition, donc d'une trajectoire sur plusieurs années, qui se construit et se déploie dans le temps, prenant en compte les spécificités du réel, tant du site que du territoire, trajectoire qui doit agréger largement les différentes parties prenantes et faire projet. Je vous remercie et nous souhaite une réflexion vive et féconde.